Évitez de laisser des pouces bleus sur ce JT Comics. Avec l'épidémie de coronavirus, il suffirait d'un seul pouce sale pour contaminer tous les spectateurs et je veux surtout pas, et puis tant qu'on est dans la prévention, désormais je crois qu'il va falloir couper cette scène du Joker. Premièrement, parce que les gencives ne sont pas les réceptacles naturels pour 2 pouces, on dirait qu'il essaye de déverrouiller Bruce Wayne comme c'est un iPhone. Puis deuxièmement, parce que si votre enfant se laisse toucher de la sorte sans même reculer d'un pas, j'ai bien peur que vous ayez bien plus à craindre qu'une simple épidémie passagère. J'attends tout simplement le Joker numéro 2 où on va nous expliquer que le jeune Bruce Wayne prenait tout simplement les empreintes digitales et même une trace ADN du Joker avec le sens du sacrifice naissant qu'on lui connaît. Enfin bref, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 235e JT Comics. Je vous rappelle qu'on ne dit pas éternuer dans son coude mais préparer un cosplay pas trop cher de bouffe-tout. Et de suite on passe aux news de la semaine. Le Joker 911. On va évidemment parler des 3 Jokers, mais avant ça, parlons du 4e. Et attention, spoiler, il s'appelle Jeremy Joseph Garnier, comme le shampoing, dit-il. Et faites gaffe, j'ai quand même l'impression que c'est un shampoing qui agresse pas mal le bulbe, puisque cet artiste de rue, ce rappeur country, a décidé de s'habiller en Joker, version Heath Ledger, d'aller dans la rue, de lancer un live Facebook et de déclarer qu'à partir de 1000 personnes sur le live, il se mettrait à tuer des gens. Il rentre même dans un restaurant et il dit non, surtout pas d'alcool parce que je ne voudrais pas me bourrer la gueule quand je prévois de tuer des gens. Après il dit quand même qu'il n'est pas armé, sauf qu'il a peut-être mis des bombes quelque part. Bon, ça a plus l'air d'être du roleplay inoffensif que du terrorisme. Il n'empêche qu'il s'est inoculé tout seul le virus 911 puisque ce sont les flics qui sont venus le cueillir, appelés par un client inquiet du resto, prouvant pour cette fois en tout cas que le commissaire Gordon a été plus efficace que Batman. 3 Jokers, aïe aïe aïe. Il y a plus de 4 ans, à la fin du New 52, un Batman s'est assis sur la chaise de Mobius, il a accédé à la connaissance ultime et il a posé 2 questions. La première, qui a tué mes parents? Et la deuxième, quel est le vrai nom du Joker? À la deuxième question, la chaise lui a répondu, il y en a 3, ce qui serait un nom tout à fait pourri si ce n'était pas une phrase en réalité. Ça, nous l'avions appris dans le DC Rebirth numéro 1, et depuis il y a eu le tout premier problème, qui n'en est pas un selon moi, mais c'est qu'ils ont annoncé le projet 3 Jokers, le comics il nous expliquerait ce joyeux merdier, et puis ils l'ont annoncé peut-être un petit peu trop tôt, puisqu'il y a une époque où tout doit aller vite, où on a du mal à gérer notre impatience et où ça génère une frustration énorme, on n'a pas compris qu'il faisait tout simplement ce que devraient faire tous les créateurs de comics, ils patientaient pour faire et pour rendre à DC le meilleur comics possible, un comics dont ils seront fiers et un comics qui sortira aux dates annoncées. Ils veulent éviter un deuxième cauchemar à la Doomsday Clock, dont on s'est souvent moqué parce que il y a eu des retards énormes de production, donc ils ont attendu de tout avoir pour annoncer la date de sortie du premier chapitre. C'est désormais chose faite et on aura le premier chapitre de cette histoire le 17 juin 2020. Et attention, le scénariste le vend très bien, Geoff Johns dit: le monde n'a pas besoin d'une énième histoire sur Batman et le Joker. Tiens, prends ça dans ta gueule, Brian Azzarello. Une des raisons pour laquelle je n'en ai jamais écrit une auparavant, c'est qu'il y en a déjà assez qui sont super. Donc la condition c'était que cela soit différent, surprenant et que ça envisage le Joker et sa signification pour Batman et sa famille sous un angle inédit. Nous ne présentons pas un multiverse du Joker, nous n'allons pas changer ces personnages à jamais, mais on vient découvrir des nouveaux éléments à propos de ces personnages et des liens qui les unissent. Un bouquin sur le traumatisme, un bouquin sur la guérison, dans ses aspects aussi bien positifs que négatifs, un bouquin sur la survie, un bouquin qui vient puiser dans les comics The Killing Joke, dans un deuil dans la famille, et aïe aïe aïe, vous sentez poindre le bout du nez du deuxième problème, c'est que j'ai très peur pour l'originalité, ça pue la naphtaline cette affaire. Après ce sont juste mes inquiétudes que je projette, mais n'ayez crainte, ce comic je vais le défoncer le premier jour de la sortie puisqu'on a eu un aperçu des planches de Jason Fabok en entier, colorisé, c'est peut-être plus joli encore en noir et blanc, mais ça c'est que mon avis et c'est rare que je préfère dans ce sens là. En tout cas il dit s'être inspiré totalement du style de Brian Bolland, donc sur The Killing Joke. Il dit même qu'on va reconnaître des
cases qui vont nous paraître bien familières, et puis que même la Batcave est totalement inspirée de celle qu'ont créée Alan Moore et Brian Bolland, et avec évidemment une marge d'évolution qui lui sera propre puisque ça se passe après le récit. En attendant, on peut voir Batman garer la Batmobile sur la tombe de son père, défoncer la stèle, sortir et rentrer dans le manoir en titubant, donc soit il est bourré, soit il est blessé. On peut voir Alfred le soutenir, le mener dans la Batcave et commencer à le déshabiller à grands coups de ciseaux. Et là, j'espère clairement qu'il est blessé, parce que s'il est bourré, ça sent la session de sexe sale. The Killing Cock. Bon, je vous laisse me dire si vous êtes aussi chaud que moi pour cette histoire dans les commentaires. Multiciné. Plein de petites news ciné à picorer cette semaine. Tiens, sinon, est-ce que vous connaissez la différence entre un espion britannique et une espionne russe? Bien, l'espionne russe n'a clairement pas peur du coronavirus. En même temps, là où elle est, vous allez me dire, ça peut pas lui faire plus de mal. Mais en attendant, la sortie de Black Widow est maintenue au 1er mai de cette année, et on a eu droit à la dernière bande-annonce qui vient confirmer certaines impressions. Déjà, le côté famille regroupée, donc avec un petit axe comédie qui est classique chez Marvel. On peut le voir avec la scène du dîner. On sent aussi venir l'installation de la passation de pouvoir entre Natasha et Yelena. Ils ont une relation un petit peu sororelle, et puis il y a aussi évidemment ce mystère, le mystère de l'identité du Taskmaster, et ça va être marrant puisqu'on va faire comme quand on jouait à Tekken et qu'on prenait l'arbre, vous vous souvenez, Mokujin, et on va essayer de deviner avec une belle nostalgie qui est-ce qu'il limite. Et dans le trailer, on peut voir qu'il y a Iron Man, il y a Captain America, il y a évidemment Black Widow et même Black Panther. Et en parlant de Tekken, tiens, bien, les dernières rumeurs sur le film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings font état d'une trame narrative qui suivrait un tournoi d'arts martiaux à la Mortal Kombat, à la Tekken. Donc ça sera organisé par le Mandarin. Il y aurait même le dragon Fin Fan Foom qui a été créé par Stan Lee et par Jack Kirby, et ça sent les fatalities de malade. Tiens, sinon il y a le jeu vidéo The Last of Us qui va être adapté en série télé sur HBO par une partie de l'équipe de Tchernobyl. Alors vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de ça, des zombies, des champignons, tu as eu une mycose avec une ex pas très fraîche récemment. Non, je vous en parle déjà parce que ça m'intéresse, j'avais adoré le jeu vidéo, et puis parce que il y a un rapport plus ou moins capillotracté avec les comics. Déjà, ceux qui ont platiné le jeu le savent, on peut en trouver dans chaque niveau, donc il y en a qui sont à collectionner. Et puis Naughty Dog avait voulu faire du transmédia puisqu'ils avaient confié à Dark Horse l'adaptation d'une espèce de préquel en comics, et on comprend mieux la relation entre Hailey et Riley, et chez nous c'était Omake Books qui avait fait la version française. Dans le comics, c'est un homme, un suprémaciste blanc, un nazi, un Stormfront qui est à la fois une pastiche de Thor et de Shazam. Et bien dans la série The Boys sur Amazon, ça sera une femme, et qu'on nous promet ambiguë. Déjà son look a été dévoilé, on voit que ça a été subtilement réduit sur le Troisième Reich, mais quand même encore. On nous dit qu'elle sera parfois féministe, en tout cas que ça sera une femme forte, mais nazie. Puis on nous dit aussi que parfois le spectateur pourra même s'identifier à elle, et que c'est là que ça deviendra plutôt dangereux. Enfin, on aura Christian Bale et une bonne partie des Gardiens de la Galaxie dans Thor, que tous les fans de yaoi se calment de suite. Je parle évidemment au figuré, en tout cas ça devrait ravir à moitié les fans d'American Psycho, puisque Christian Bale est confirmé pour jouer un vilain, un antagoniste, mais qu'il viendra d'un autre monde, donc la balance penche plus en faveur de Gore, le massacreur de dieux, plutôt que de Dario Egger, donc le milliardaire Minotaur. Ça devrait ravir les fans des Gardiens, qui ne devraient pas trop être surpris pour autant, puisque le prochain Thor, même s'il a les cheveux longs, ne se déroule pas dans le passé, donc on se doutait bien, vu qu'on a vu Endgame, qu'il apparaîtrait les Gardiens d'une manière ou d'une autre, et dans le prochain opus ciné du dieu du tonnerre, du top 1 et de la galéjade. Bat and Furious. Une sacrée caisse, un blanc ténébreux avec des tendances suicidaires, un noir moustachu, trop vieux pour ces conneries, je ne parle évidemment pas du reboot de l'Arme Fatale, mais bel et bien du Batman de Matt Reeves, qui a dévoilé sa Batmobile, et elle change radicalement des versions proposées par les réalisateurs précédents, et en tout cas il y a plein de choses intéressantes à dire à ce sujet. La première, c'est qu'au niveau des comics purs et durs, elle ressemble à celle de 1987, le Bat Buggy dans le texte, où Jason Todd vole les pneus, c'est la rencontre, il est en mode Cahuzac sans vergogne. Elle ressemble aussi à celle d'Adam West, et donc dans la série de 1966, dans le sens où elle est tout simplement plus proche d'une vraie bagnole que les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque Batmobile adapté à l'écran dit quelque chose du Batman qui l'a conduit. Vous avez la Batmobile de Batman et Robin, de Batman Forever, qui est ajourée, donc qui laisse voir le dedans par-dessus, un petit peu comme
les bas-tétons moulés sur le costume. Donc on sait qu'on est clairement dans du loufoque, mais vous avez par exemple la Batmobile de Batman versus Superman qui a été militarisée entièrement, armée avec des armes à feu qui prouvent donc que Batman n'a plus le temps, qu'il abandonne son code d'honneur et qui commence à défourailler tout le monde comme si c'était un Texan. Puis vous avez celle de Nolan, le Tumbler, qui vient modifier le prototype d'un véhicule militaire, et donc ça prouve que c'est un Batman qui est très ancré dans le contexte socio-culturel des années 2000, et aussi que c'est un Batman donc très réaliste, un petit peu comme toute la tonalité de la trilogie de Nolan. Donc là, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a une muscle car, et donc clairement pas le genre de bagnole dans laquelle tu peux rentrer une Billy d'Ikea à l'arrière, puisque le coffre est occupé par le moteur, un moteur puissant qui sert à propulser la bagnole, et que elle est entièrement customisée. Moi je m'y connais pas du tout en bagnole, ma voiture préférée ça a été ma première 205 rouge, et là j'ai lu que certains parlent d'une Dodge, un Challenger qui serait modifiée, une Dodge des années 70-80. Donc ça colle tout à fait avec Batman qui pourrait être allé chercher dans la collection de bagnoles de son père, Thomas Wayne, et qui en aurait trafiqué une avec les moyens du bord et avec sa carte Gold. Ça facilite toujours grandement le Pimp My Ride, plutôt que d'acheter 3 néons sur Oscaro. Donc comme avec le costume, comme avec la moto, on reste dans une espèce de sobriété, dans du fait main, et on tourne quand même pas mal autour de l'imagerie, de la symbolique, du détective hard-boiled, du dur à cuire. Et ça m'étonnerait pas de voir Batman et Marv faire un concours de la technique d'interrogatoire frotte bitume sur le périph' de Gotham City. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Comics à gogo. Et dans le reste des brèves 100% comics, si je vous dis chat, si je vous dis métal, vous pensez peut-être stérilé, mais vous avez tort. C'est tout simplement Felicia Hardy qui va se retrouver à voler une armure à Tony Stark, qui apparemment va pas être content, mais il avait qu'à pas faire une armure noire et en forme de félin. Et c'est Funko Pop qui se frotte les mains en accueillant la Iron Black Cat. Si je vous parle d'un comics tout chou, évidemment, vous pensez à des paillettes, à des chatons, et bien vous avez encore tort, puisque je vous parle du détective cannibale, donc Tony Chu, donc qui a été créé par John Layman et Rob Guillory, qui va étendre son univers puisqu'il va sortir une nouvelle série sur la sœur de Tony, Saffron. Layman dit avoir eu envie de revenir à son univers chouchou très rapidement, mais qu'il ne l'a pas fait avant d'avoir une idée ultra solide, et là c'est le cas. On verra bien. En attendant, n'hésitez pas à aller découvrir les aventures de Tony Chu, publiées en France chez Delcourt Comics. Tiens, encore un autre problème avec le clown de Gotham, ce tout nouveau personnage créé par Jorge Jiménez et James Tynion IV, qui sera présenté dans les Joker War, donc il s'appellera le Clown Hunter, le chasseur de clowns. Il sera létal, brutal et ne fera apparemment pas de prisonniers. Je connais 2-3 clowns sur Twitter et au gouvernement qui feraient mieux de commencer à se protéger, et même moi je vais peut-être acheter une bombe lacrymo, car vous le savez, on est tous le clown de quelqu'un. Et enfin, si je vous dis que 2 artistes ont réussi à attraper leur rêve au lasso, je parle évidemment de Mario Tamaki et de Michael Hanin, qui deviennent l'équipe créative officielle de Wonder Woman à partir du numéro 759. Et je suis sûr qu'avec Michael Hanin, même le jet invisible, il va nous fracasser la rétine. Lisez, moi j'ai enfin pu terminer tout le corpus donc de Batman par Jeff Lobb et Tim Sale, et bon, je me suis toujours aussi régalé, même à la relecture, ça ne souffre pas, même je vous conseille de les relire. Jeff Lobb, c'est quelqu'un qui est super doué pour venir faire de l'hommage, de la nostalgie. On frôle avec le retcon parfois, mais en tout cas il vient intégrer des éléments dans des histoires qui sont ultra classiques. Je parle évidemment des parents de Batman, je parle aussi de la naissance entre guillemets du premier Robin, et ça on le voit peut-être encore plus dans Amère Victoire, qui ne démérite pas, au contraire, même je pense que c'est vraiment mon préféré de tous, même si évidemment j'aime beaucoup aussi Catwoman Vacances à Rome. Pas le scénar que je trouve un petit peu grossier, mais la technique surtout, puisque c'est un partenariat entre Tim Sale qui est au top de sa forme et Dave Stewart, qui va après, qui colorise le Hellboy de Mike Mignola, et qui est un génie. Bref, ça reste une pure bombe, et si Matt Reeves ne s'inspire même qu'un tout petit peu de cette espèce de cour des miracles des vilains iconiques de Gotham City qui se gangstérifient avec ce Joker en mode You see me rolling, tandis qu'en parallèle les gangsters se vilainisent, eh bien croyez-moi, on devrait en avoir pour notre argent. Et puis bon, j'avais pu tenir jusque là, mais avec ce compendium qui me nargue depuis quelques mois sur mes étagères, j'ai pas tenu, je voulais lire, je voulais attendre que tout soit sorti, l'intégralité des 108 chapitres de saga soit sorti avant de tout lire d'un coup, mais ce week-end j'ai craqué, j'ai défoncé les presque 1300 pages de la toute première moitié de saga. J'avais arrêté au tome numéro 2, je supportais plus l'attente entre les chapitres, c'était trop frustrant, et bien là...
quelle claque! C'est de la pure histoire racontée en toute simplicité par des vrais passeurs, des vrais conteurs, hein, tout simplement, hein, qui ont justement des années d'expérience et qui sont au sommet de leur art, hein, puisque ça veut pas dire que parce que c'est simple que c'est facile à faire, loin de là. C'est Brian K. Vaughan et Fiona Staples qui sont actuellement en pause hein, depuis 1 an et demi. Ils rechargent un petit peu le mojo avant d'entamer donc la deuxième partie. Et ils nous laissent sur un cliffhanger, putain! C'est l'histoire tout simplement de 2 jeunes créatures qui enfreignent les règles, hein, qui donc ne sont pas censés faire un bébé ensemble puisqu'ils ne sont pas de la même espèce, quoi que cela veuille dire, et ils le font quand même et ils vont avoir toutes les conséquences qui en découlent. Ça parle avant tout de famille hein, et c'est peut-être même encore plus agréable à relire hein, depuis que je suis papa hein, et ça parle aussi de plein d'autres sujets de société évidemment et puis plus métatextuellement hein, ça vient aborder bien le monde de l'édition et ce que c'est que d'être un écrivain. Donc voilà, maintenant je sens que je vais reprendre hein, à l'annonce de la reprise et que je vais devoir encore attendre chaque mois et voilà, ça va me frustrer. Voilà, c'est la fin de ce JT, hein. Je remercie évidemment tous ceux qui l'ont regardé, tous ceux qui ont bravé le coronavirus et qui ont mis un pouce bleu, hein, tous ceux qui le partagent également hein, comme un postillon dans une salle de concert de plus de 1000 personnes, parce que 999 ça va. Non, merci à tous ceux qui me donnent de la force virtuelle hein, en tweetant, en retweetant, en facebookant, en instagrammant, en étant sur Discord aussi. N'hésitez surtout pas à réagir hein, donc dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, mais aussi sur tous les réseaux sociaux que je vous ai cités. Hein, c'est là aussi vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Hein, c'est votre espace de liberté pure dans chaque JT depuis le JT numéro 1. Parce qu'à l'époque, c'était moi qui avais fait les messages, hein, puisque il y avait personne qui en avait encore laissé. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah, il y a Team 17 qui prépare un nouveau jeu Worms. Ah, si ça se trouve, Benjamin Griveaux, c'était juste une campagne de com très disruptive pour teaser le projet. Je pourrais faire avocat, moi. Matt Murdock.